Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 136e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes qui nous suivez, bonjour à tout le monde. Voilà, nous voilà encore à nouveau. Sans transition, on va commencer ce Citrep en parlant de la Palestine, puisqu'on n'a malheureusement pas eu le temps ces dernières semaines de développer autant qu'on aurait aimé. Et c'est Mhm. vrai qu'avec le nouveau gouvernement Netanyahou, il y a pas mal de choses malheureusement d'actualité à parler, et pas forcément positives, puisque ce nouveau gouvernement est plus d'extrême droite que jamais, disent certains. Et ce qui est sûr, c'est que le religieux y a une part encore plus grande. Je parle des extrémistes religieux. Est-ce que tu veux bien nous parler notamment de Israélien, des conséquences pour la vie de Jérusalem et pour la colonisation de ce que eux appellent la Judée et Samarie et qu'il est d'autres que la Cisjordanie, enfin la Palestine. Mhm, mhm. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, il n'y a jamais eu vraiment de grosses différences entre gouvernements dits de gauche, dits de droite par rapport aux Palestiniens, puisque les gouvernements israéliens sont tous unis par la haine du Palestinien. Un Palestinien bien bon est un Palestinien mort. Ce gouvernement a été formé alors qu'il y a eu beaucoup de difficultés justement à élire un premier ministre, mais que Netanyahou a été élu suite à une coalition avec l'extrême droite, donc tous les haïsseurs de tous les Palestiniens, d'une part, et puis d'autre part, par la volonté d'accentuer la répression contre les Palestiniens. Donc voilà, ça c'est un point qui est important à avoir en tête, hein. D'un autre côté, effectivement, le fait qu'il soit d'extrême droite et le fait qu'il soit fasciste et que il y ait tout de suite la première conséquence, c'est toujours tirer à bout portant sur les jeunes, sur tout ce qui bouge. On voit que depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis 16 jours, il y a déjà 16 morts. Donc, Ça fait un par c'est jour. un mort par jour Ouais. Et, parmi les jeunes Palestiniens, parmi les Palestiniens, et en fait, qui osent envoyer une pierre ou faire quelque chose. alors Voilà. justement, en préparant cette interview, tu me parlais d'un sinistre ministre de l'Intérieur qui a été nommé et qui est violemment anti-palestinien. Tu peux nous rappeler son Ben nom? Ghafi. Ouais. D'accord. Oui, oui, c'est Ben Gafir, c'est qui est connu pour son extrémisme, pour son. D'ailleurs, il a commencé tout de suite par débarquer dans la mosquée Al-Aqsa avec tout un tas de gens, et puis il est reparti. En fait, ça a duré quelques minutes, mais en fait, il a tout de suite joué à la provocation par rapport aux sentiments religieux palestiniens par rapport aux Palestiniens, leur interdisant. Les premières mesures ont été les mesures, soi-disant, interdiction de lever aux Palestiniens de mettre leur drapeau n'importe où, même sur leur maison, sur même les bâtiments officiels palestiniens, etc. Bon, bien sûr, en réponse à ça, il y a eu un mouvement mondial, en fait, hein, hashtag drapeau de la Palestine. Mon drapeau, c'est mon identité, et les Palestiniens dans le monde entier, ils ont levé haut et fort leur drapeau. Voilà. Et oui, tu me parlais Et justement aussi puis, que ça de côté. tu me rappelais en préparant cette interview que le Qatar a également été l'occasion d'être une grande tribune pour tous les soutiens à la cause palestinienne, notamment Tout pour les. à fait. Le mondial du Qatar, le mondial du foot, en fait, au Qatar. Je rappelle aussi que le Qatar a été un des premiers pays, déjà dès 1998, à créer des rapports normaux avec l'État fantoche d'Israël et à avoir un bureau d'Israël chez eux.
Le Qatar dans le mondial, il ne pensait pas du tout à ce qu'il y ait ce raz-de-marée pro-palestinien à la fois sur les stades, sur les cours et dans les stades et dans les tribunes, etc. Or, en fait, à chaque fois qu'il y a une équipe qui a gagné, d'une part, une équipe arabe qui a gagné un match, ben, ce match il est dédié à la Palestine. Les chants des Palestiniens pour les Palestiniens ont envahi vraiment toutes les salles et tous les Toute lieux, tribune. et toutes les tribunes, et puis les journalistes israéliens n'osaient même pas se présenter. En fait, on leur crachait dessus, on leur disait de toute façon, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est Israël? C'est la Palestine. Il y a que la Palestine, on ne connaît pas Israël. Donc, c'est vrai que ça a été un vrai hommage à la Palestine, je dirais, ce mondial 2022. Et alors qu'on ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait, encore moins peut-être l'organisateur. Deuxième point, tout de suite après, là, il y a eu les tournois du foot de tous les pays du Golfe, en fait, qui est organisé à Bosra, Shatt al-Arab, à Bosra de l'Irak, en fait. Hein. Et donc là aussi, toutes les équipes arabes portent le drapeau palestinien et haut et fort aussi. Donc on voit que la question palestinienne a été hissée à la première scène internationale, en fait, alors qu'il y avait une volonté par à la fois les accords que Trump a exigés, par les rapprochements de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de Qatar et des Émirats avec l'État fantoche d'Israël, ils espéraient occulter toute cette question palestinienne et passer outre. Hein. Mhm. Et ben, en réalité, maintenant, elle regagne le devant de la scène internationale. À ce propos, d'ailleurs, on peut dire aussi, on peut rappeler qu'il y a eu un rapport important aussi de la Cour de justice internationale qui dénonce effectivement les pratiques racistes, fascistes de l'État fantoche israélien contre les croyances, contre les Palestiniens, contre leur vie normale et contre une vie tout simplement dans l'État de Palestine. Donc, chose sur laquelle, bien sûr, Netanyahou a craché du son venin en disant qu'il ne reconnaît absolument pas et que c'est le maximum de la bassesse de cette cour qui n'est pas crédible. De la même manière, il a été soutenu par les Américains, alors quand même que tous les autres pays de l'ONU ont soutenu les Palestiniens, Oui, tu parlais ont soutenu ce rapport et affirment que la Cour internationale de justice, c'est quand même une cour qui est légitime et qui doit être écoutée et qui est une partie de l'organisation. oui, tu Qu'elle parlais est, d'un soutien d'une majorité de pays. Voilà, ce rapport, tu voilà, parlais de 110 tout à pays, fait, tout à fait. pour être précis. Mm, Donc pour en venir tout au à fait. gouvernement Netanyahou, donc il y a eu également une surenchère, j'ai l'impression, depuis l'élection de Netanyahou qui a formé son nouveau gouvernement, à propos du nucléaire iranien. Et de la même manière, pour parler de Alors, non, géopolitique ben, israélienne, il il y a a des contacts affirmé tout de suite. avec l'Arabie Saoudite. Donc si tu peux nous parler de ces deux C'est points-là. ça. En fait, attends, le lendemain de la formation de ce gouvernement, Yair Lapid a dévoilé en fait le fait qu'il y avait des contacts avec l'Arabie Saoudite sous la table et que le dossier va être passé effectivement au nouveau gouvernement, au gouvernement de Netanyahou. Ça, c'était une bombe qui était importante, en fait, qu'il avait mis à son crédit parce qu'il était complètement discrédité par les Netanyahou et les supporters de Netanyahou comme étant incapables, etc. Donc là, c'est des rivalités personnelles.
Mais d'un autre côté, c'est effectivement ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, s'est soldé aussi par des décisions importantes, hein, dont la décision d'annuler tous les pouvoirs comment dire, les pouvoirs de la justice israélienne. Je rappelle à ce niveau-là que Netanyahou a été poursuivi souvent et pour des affaires de corruption, de vol, de viol, etc., de toutes sortes. Et que Ben Gvir, pareil, en fait. Ce gouvernement est un gouvernement de corrompus, et ils avaient tout intérêt, effectivement, à abolir les pouvoirs de la justice et là-dessus, donc ça a provoqué effectivement une très violente réaction au niveau de la population, pas seulement des colons, des Israéliens, qui sont des Israéliens, il y a eu donc De des nombreuses dizaines de manifestations. milliers de personnes, en fait, Et dans des quotidiennes, hein. manifestations. Tu me disais que c'était des Oui, manifestations quotidiennes en plus. tout à fait, et dans toutes les villes occupées de la Palestine, c'est-à-dire les grandes villes, dans Tel Aviv, à Haïfa et Hafa et Akka. Donc, en fait, ce sont de très grosses manifestations agitant des drapeaux noirs et des drapeaux, et puis des mots d'ordre exigeant la démission de ce gouvernement, disant l'illégalité de ce gouvernement et il est en train de prendre en otage le pouvoir pour le transformer en pouvoir, en une dictature personnelle complètement fascisante et complètement antidémocratique, en fait. Tout ceci pour dire quand même, je dirais, entre parenthèses, antidémocratique, entre parenthèses, comme si l'État d'Israël était démocratique, avait jamais été démocratique. Ben, Bon, en tout cas, face à ce marasme, c'est vrai que enfin, tu m'as appris en préparant cette interview qu'il y a des associations qui favorisent aujourd'hui, qui favorisent le départ d'Israéliens qui veulent oui, partir d'Israël, oui, voilà, et immigrer notamment, pourquoi pas, effectivement. aux États-Unis. Euh, un mouvement d'émigration, effectivement, il y a maintenant pas mal plusieurs associations qui commencent à organiser d'ailleurs carrément pas seulement des voyages, mais un départ collectif vers une autre destination, un autre pays. La plupart du temps, ce sont les États-Unis, là. C'est en fait un mouvement d'émigration euh, pour quitter la Palestine occupée. Mhm. Alors Euh, ça peut être vers les en, États-Unis, mais ça peut être vers l'Europe et ça peut être aussi vers l'Amérique du Sud et Partout ça dans me le permet de faire monde. la C'est transition. un peu partout dans le monde, mais bon, quitter la Palestine, Parce quoi, que c'est je ça. cite l'Amérique du Sud parce que l'Israël a un lien spécifique avec l'Amérique du Sud, et on va d'ailleurs en parler dans le prochain point. Ça me permet de faire ma Exactement, transition. dans le prochain axe, hein, de notre C'est très... intervention. Oui, puisqu'on va parler Non, non, là, on parle effectivement du rôle des Israéliens dans les différents coups d'État d'Amérique latine. Ils sont complètement impliqués aux côtés des Américains dans les coups d'État qui sont contre les pouvoirs, qui ne veulent pas se soumettre, hein, au diktat américain. Donc, c'était le cas au Brésil, c'était le cas en Argentine, c'était le cas le dernier, c'était aussi, mais où en fait le peuple réussit après aussi à imposer sa volonté et son candidat.
Mhm. Mais au bout de d'une très grande bagarre et une grande lutte qui dure parfois des années avec beaucoup de victimes, etc., le Mossad y est impliqué complètement. Oui, c'est ce que j'allais D'ailleurs, dire. Ça fait des décennies en fait que le Mossad se sert de l'Amérique du Sud comme un entre guillemets terrain de jeu. Puis ça avait mm, commencé avec cette fameuse chasse aux nazis. Donc ça remonte mm, à loin. Euh, mhm. on va peut-être parler de Alors, l'élection de Lula au Brésil. Euh, effectivement, donc voilà, ce qui fait que effectivement tous les États actuels, en fait, les présidents actuels qui ont réussi, les présidents, si on peut parler de gauche, en fait, ou je dirais anti-hégémonistes, en fait, anti-américains qui arrivent au pouvoir à nouveau et qui arrivent à tels que Morales, tels que Lula, tels que Hugo Chavez. en fait Chavez aussi, donc Maduro, effectivement, donc il coupe tout de suite les relations avec Israël. Donc Lula da Silva a commencé par annuler le poste d'ambassadeur vers l'État d'Israël et il a renforcé l'ambassadeur en fait, vers la Palestine, donc avec la Palestine. Et ça, c'est quand même très important de voir aujourd'hui à l'échelle mondiale, je dirais. Et c'est vrai que la Palestine est un titre qui relie tout ce monde. C'est à l'échelle mondiale, tous les pays tous les pays de la BRICS, en fait, hein, des BRICS qui sont qui sont groupés contre l'hégémonisme américain, qui se regroupent aussi avec l'Algérie, avec certains pays africains, avec la Chine, la Russie aujourd'hui, etc. Donc, dans ce grand pacte, je dirais, anti-hégémoniste, pour la formation d'un nouveau monde où règnent des relations d'équité, de reconnaissance, de respect entre les peuples et de respect entre les différents pays, et surtout coopération et d'entraide, alors face à la relation avec les États-Unis et les pays occidentaux, donc, dont l'Europe, États-Unis et l'OTAN, qui imposent non seulement un diktat à tous ces pays et qui veulent imposer un diktat, qui veulent imposer une politique différente et qui systématiquement pillent la richesse en appauvrissant la population. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui autour de la Palestine, mais aussi la Palestine est Catalyseur. un fil conducteur qui se trouve, mais aussi tous les peuples du tiers-monde, aussi le peuple syrien en fait partie, le peuple irakien, le peuple iranien aussi. On voit que c'est un monde qui change, qui est en train un monde nouveau qui est en train de naître, hein, et autour de ces luttes, qui partent de ces luttes et des luttes des pays africains, il faut le dire aussi, hein. Alors, quelque chose qui illustre ce que tu viens de dire à merveille, c'est Mm. cet intense ballet diplomatique qui a eu lieu ces derniers jours, et notamment en Syrie, puisqu'il y Ouais. a eu la visite, si je me suis pas trompé, de responsables, le plus souvent c'est des ministres des Affaires étrangères, Mm. iraniens, russes, des États arabes unis. Il y a eu aussi également donc Même la Biélorussie, l'Abkhazie, voilà. etc., Il y a l'Inde. des relations diplomatiques et autres qui sont renouées aussi avec la Turquie. Ça, c'est pas rien. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de tout cela? Et puis, on va terminer avec la visite de la Chine en Afrique. Ça nous fait beaucoup de visites diplomatiques à voir ensemble. Sachant qu'en oui, plus, oui. comme tu me le signalais, le ministre iranien ne s'est pas rendu qu'en Syrie, mais dans de nombreux pays. Il a fait une grande tournée lui aussi. Mhm. Oui, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est rendu en Syrie, s'est rendu au Liban, en Irak et en Russie. En fait, je peux dire aussi, c'est
on en avait parlé un petit peu au dernier CITREP, c'est cette ouverture, je dirais, et puis cette volonté de résoudre les problèmes par le dialogue que les Russes et les Russes, les Iraniens essayent de mettre en avant dans la région pour à nouveau créer une stabilité dans la région du Moyen-Orient, stabilité occasionnée à la fois par les Américains, par les pays de l'OTAN et par les attaques terroristes, hein, qui ont aussi atteint même l'Iran récemment. Donc, en fait, ces rencontres qui disent qu'il faut quand même résoudre les problèmes par le dialogue. Donc, il est important pour le peuple syrien comme pour le peuple turc qu'il y ait une ouverture de dialogue. Il faut quand même que la Turquie respecte la souveraineté de l'État syrien, qu'elle respecte aussi l'unité de son territoire, qu'elle sorte, au lieu d'essayer de résoudre des problèmes, si elle a des problèmes, ils peuvent être résolus par la discussion, puisque les problèmes où la Turquie a toujours peur de FDS, hein, qu'elle dit, qu'elle qualifie de terroristes, les Kurdes, mais qui sont le PKK et puis le YMJ, etc., qu'elle qualifie de terroristes et la peur de ces organisations-là qui sont en Syrie, que la Turquie a alimenté et soutenu et fait passer par son territoire des terroristes d'Al-Nusra, Daesh et Hayat Tahrir al-Sham, etc., etc. Il y a une trentaine d'organisations de ce type qui d'ailleurs n'ont pas tardé à porter des attaques contre la Syrie aussitôt qu'ils ont entendu parler d'une éventuelle ouverture de dialogue entre la Syrie Et tu, et la et Turquie. tu me disais même, tu me parlais avant des attaques, tu me parlais de manifestations même. Ah oui, oui, ils ont fait des manifestations folles, mais ça, c'est Du côté ceux d'Idlib? qu'on qualifie d'opposition à la syrienne, opposition au pouvoir syrien, et qui sont aussi des terroristes animés par la Turquie. Mhm. Donc, il y avait effectivement, ils ont fait des manifestations, même contre Erdogan, contre la Turquie maintenant, mais parce qu'ils sentent que la Turquie va les lâcher. Mais d'un autre côté, et la Turquie les dépêche aussi pour agresser l'armée arabe syrienne. Bon, donc tout Oui, ceci, excuse-moi, c'est... parce que je t'ai coupé et tu me parlais des attaques et contre-attaques justement, attaques les Mhm. terroristes et contre-attaques de l'armée syrienne, Voilà, l'armée l'armée arabe arabe syrienne. syrienne qui notamment a abouti à la mort d'un combattant français, Oui, Abou oui, un Hamze chef, c'est pas un Al-Faransi, combattant, c'est un chef de file, un chef de Abu support. Hamza al-Faransi. Ok, Abu Hamza al-Faransi, c'est des chefs de file d'Al-Nusra, d'accord. en fait, Abu Hamza al-Faransi, donc qui a été tué effectivement par l'armée arabe syrienne. Donc l'idée, c'est que effectivement, de toute façon, c'est très positif qu'il y ait cette ouverture de dialogue. Déjà se mettre autour d'une même table, c'est déjà bien. L'Iran déclare que de toute façon, ils soutiennent aussi tout dialogue entre la Turquie et la Syrie parce qu'ils ont d'excellents rapports avec la Turquie. Ils ont aussi d'excellents rapports avec la Syrie. Je voudrais rappeler quand même que la Turquie, l'Iran font partie du groupement Astana qui a été à sa 16e réunion et où la Turquie est toujours sous l'égide de la Russie et de l'Iran et donc qui ont toujours affirmé leur respect de la souveraineté syrienne tout en ayant leurs troupes sur les terres syriennes, les Turcs. Donc c'est quelque chose d'assez affolant. Ils ont signé tous les accords d'Astana, mais qui n'ont jamais rien appliqué. Donc là, l'application qu'on demande, c'est effectivement dégager l'autoroute M4 rapidement et puis faire avancer un agenda de retrait
de leurs troupes de la Syrie. Et puis, en fait, la meilleure protection, si on peut dire, des frontières syro-turques, c'est que l'armée syrienne soit déployée sur ses frontières et l'armée turque de l'autre côté à l'intérieur de ses frontières, mais pas du tout à l'intérieur de la Syrie. Donc, ça, c'est un point important. Il est important de voir aussi que il y a eu des accords à Adana en 1998 qui ont été signés avec la Syrie, justement, pour ménager les peurs des Turcs par rapport au PKK. Et les accords d'Adana, ils ont été bafoués aussi par les Turcs. Donc maintenant, il faut retourner à ces accords. Il faut que les Turcs arrêtent aussi de piller les richesses syriennes. Il faut qu'ils ouvrent l'eau de l'Euphrate et les différentes comment dire, sources qui alimentent les villes de Hasakeh et l'Euphrate et le Khabour. Donc, tout ceci, ça fait partie, c'est du passif au compte des Turcs à surmonter et à remonter, en fait, même aussi du côté syrien. Mhm. Et il est important de dire, en fait, la Syrie, à chaque occasion, aussi bien par la voix du président Assad que par la voix du ministre des Affaires étrangères, on dit que de toute façon, nous, on n'est pas opposés au dialogue, mais il faudra que les Turcs montrent une bonne intention en se retirant tout de suite du territoire, et puis on voit après. Mhm. Donc, Alors, est-ce que tu peux nous parler euh, maintenant de la visite de la Chine en Afrique, qui s'est conclue d'ailleurs par une visite euh, en Égypte? le, ouais, le ministre des Affaires étrangères chinois, euh, euh, il a fait plusieurs passages. Effectivement, il a passage dans différents pays africains, par lequel aussi, à la fin, il a terminé en Égypte, hein, donc où il a assuré de son soutien aussi à la résistance palestinienne et que c'est un problème important, la Palestine. C'est un problème qui est très important pour la justice et pour les droits de l'homme et pour le respect du droit international, et qu'il serait prêt aussi, la Chine est prête à aider l'ensemble des pays arabes à se réunir sur cette question, mais aussi et sur la question de la Syrie, mais aussi sur la question pour l'Égypte en particulier, du barrage Al-Nahda, que la Chine serait prête à faire une médiation avec l'Éthiopie là-dessus. D'accord. Donc, tout ceci est important dans le cadre toujours où on voit les pays occidentaux qui accentuent l'aide à l'Ukraine. Donc, ils sont complètement opposés à tout dialogue avec la Russie. Ils continuent à espérer et à affirmer que de toute façon, la Russie va s'effondrer dans un mois, dans 15 jours, dans 3 semaines, etc. Et que aujourd'hui, ils livrent des patriotes, en fait, des missiles patriotes à l'Ukraine. Ils veulent livrer des léopards, comment dire, des chars léopards à l'Ukraine. Oui, c'est-à-dire que là, en fait, En jusqu'à fait, présent, l'Occident s'est officiellement toujours refusé à livrer des chars lourds, des chars blindés. Là, ça y est, mhm, ils ont annoncé que c'était open bar et que... voilà. Voilà. Tout ceci dans un spectacle aussi de grandes difficultés économiques de tous les pays européens, de grandes difficultés pour avoir de l'énergie, de grandes difficultés industrielles où des milliers d'industries mettent la clé sous la porte, justement à cause du prix exorbitant de l'énergie qui est imposé par les États-Unis et par l'Union européenne pour soi-disant créer des difficultés à la Russie. La question qui se pose et qu'on est en droit de poser, et que l'écrivain Emmanuel Todd, à laquelle il répond, est-ce que l'Union européenne ou l'OTAN tiendra le coup et tiendra le choc face à cela? Non. Et Emmanuel Todd dit que c'est en voie
d'écroulement rapide, en fait, l'ensemble de l'Union européenne, mais aussi les pays de l'OTAN, parce que les États-Unis leur infligent en fait des sanctions en disant que ces sanctions sont appliquées à la Russie. Et donc, c'est surtout ça le problème. D'un autre côté, c'est vrai que les Américains aussi commencent à titiller la Chine du côté de Taïwan, du côté de la mer du Pacifique, de l'océan Pacifique, et du côté de l'océan de la mer de Chine. Donc là aussi, les réponses chinoises sont très fermes et très incisives. Oui, Donc, les deux principaux points de friction, entre guillemets, c'est Taïwan qui concerne directement la Chine, et il y a la Corée qui concerne indirectement, mais c'est juste à côté de son territoire, qui concerne la la Chine, Corée puisque du Sud. l'accord entre la Mhm, Corée du Nord et la tout à Corée du fait. Sud. Donc c'est deux Mhm, points chauds sur lesquels les États-Unis essaient d'appuyer constamment. C'est- d'accord. Donc, ça, c'est un petit peu le panorama des torchons qui brûlent dans le monde entier, On quoi. pourrait rajouter à Ouais. cela ce dont tu m'as parlé en préparant cette interview, c'est que en Iran, donc le pouvoir vient de découvrir un grand réseau Mhm, d'espionnage, tout apparemment à relié aux fait. Britanniques, donc avec beaucoup Tout de à fait. ressortissants locaux, des Iraniens, Voilà. impliqués Tout à là-dedans, et fait. notamment un haut responsable. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, un haut responsable qui était dans les services iraniens et qui a été exécuté il y a 2 jours, effectivement, euh, euh, bon, peu importe, Rida Pahlavi, je crois. Donc, qui avait un poste important en fait dans les services de renseignement, donc qui avait accès à pas mal d'informations, qui les a passées aux Américains, Aux oui, Britanniques? aux Britanniques. Mais moi, Ouais. Oui, les Britanniques partagent je beaucoup ne de choses avec les Américains, qui partagent tout d'ailleurs avec les absolument. Israéliens. Donc on peut se demander Ali si Reda Akbari. on peut se Ouais, demander Ali s'il n'aurait Reda pas eu Akbari. on le saura sans doute jamais, mais peut-être qu'il avait un Oui. lien avec l'assassinat du général Soleimani, on ne le saura peut-être jamais. Est-ce que tu peux nous Euh, redire son nom? Ali Rida Akbari. Merci. Ali Rida Akbari, donc qui a été effectivement exécuté hier ou avant-hier. Mhm. Bien sûr, ce qui a levé un bouclier général des droits de l'homiste, etc., en Occident, alors que toutes les exécutions qui ont lieu d'ailleurs abusivement et sans absolument aucun jugement en Arabie Saoudite n'émeuvent personne. Voilà. Mhm. Oui, tu me parlais Et du cas d'un imam à là. tête coupée. Voilà. En Syrie, pour Je reparler de la voudrais, Syrie, vas-y, pardon. ouais, moi je voulais ajouter quelque chose à propos toujours des Britanniques. En fait, la Russie a découvert qu'il y avait un grand régiment de l'armée britannique aux côtés des Ukrainiens, ce qui a fait que, effectivement, en fait, qui ont été tués, etc. Ce qui a fait que la Russie a listé les noms d'une série de responsables britanniques dans sa liste noire, c'est-à-dire sur les sanctions personnelles. Et puis bon, ben, en fait, on continue à assister effectivement à des médias mensonges concernant l'évolution de la situation en Ukraine, alors que la Russie, effectivement, c'est Kiev qui a affirmé que la Russie a dominé complètement la ville de Solida. Sole- oui, Solida. Hmm. Mhm. Voilà. Euh, Euh, pour reparler de la Syrie, on n'avait pas parlé du fait qu'il y a l'embargo en cours américain qui a été imposé à tous ses alliés et vassaux, et au-delà. Cet hmm. embargo qui a porté déjà plusieurs noms, malheureusement, s'est encore accentué récemment. Est-ce que tu peux nous parler de... Oui, parce que l'administration américaine a encore donné une liste importante d'hôpitaux syriens qui doivent être exclus
exclus de toute, pas seulement de toute aide, mais aussi de toute réparation ou achat de produits d'appareillage ou de médicaments, etc., notamment l'hôpital universitaire qui soigne des enfants et les cancéreux et tous les hôpitaux qui soignent tout le monde, donc en Syrie. Là, il y a une nouvelle vague de restrictions en termes d'appareillage, de réparation, de services, de médicaments, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment des crimes contre C'est ouais, l'humanité c'est parce que dégueulasse. ce sont un embargo terrible. Là, c'est appliqué par toutes les compagnies en fait, qui ont un rapport de loin ou de près avec les Américains. Mhm. Donc, et on sait qu'il y en a, que tout le monde, en fait, toutes les compagnies traitent avec les Américains. Euh, Dernier point, quand même, je voudrais parler de la Syrie qui continue quand même à se battre et qui continue à avoir, malgré le froid, malgré comment L'adversité. dire, le pillage, malgré le pillage de ses ressources. En fait, je voudrais rappeler quand même que la Syrie a des ressources de pétrole et de gaz, hein, et que les Américains sont systématiquement en train de piller ces ressources tous les jours. Hier encore, il y a une centaine de citernes qui sont parties de Hasakeh, donc des puits du nord-est de la Syrie, via Erbil, en fait. Ils partent en Turquie pour aller, on ne sait où. Et donc, alors que cet hiver complètement froid et glacial, ben, en Syrie, on n'a même pas de carburant pour les voitures. Il n'y a plus même presque plus de transport en commun. Il y a presque plus de taxis, etc. Et pareil pour le transport personnel, en fait. Donc, et c'est pas seulement le carburant pour les voitures, mais aussi pour se chauffer, pour le fuel, pour les gens, pour le chauffage, pour activer aussi les centrales électriques. Alors, bien sûr, la visite du ministre des Affaires étrangères iranien a consisté à élargir les accords de coopération aux produits pétroliers, etc. Mais on sait quand même que les Américains sont toujours là en train de bombarder les convois de pétrole qui arrivent en Syrie de la Turquie, que les Israéliens, que les bateaux qui arrivent en Syrie, qui nous viennent de l'Iran, sont maintenus dans la mer Rouge ou dans le canal de Suez, soit par les Israéliens et attaqués par les Israéliens et maintenus aussi par les Égyptiens. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable, hein, cet état de fait imposé par les Américains pour une mort lente du peuple syrien, pour le châtier de sa résistance et de sa fierté et le fait qu'il tienne à sa décision politique indépendante et à son indépendance de décision. Et à son Donc, soutien, c'est aussi, excuse-moi de compléter ce que tu viens de dire, mais ça le rejoint complètement. C'est juste un détail, ouais, mais qui a son importance, c'est aussi pour le punir de son soutien à la cause palestinienne et de son soutien au exactement. Hezbollah. Exactement, exactement. Donc, et puis le fait que la Syrie est un peu le centre, la Oui, pierre angulaire de l'axe de la qui va de résistance, en l'Iran fait, jusqu'à dans la toute la, Palestine en passant par le Hezbollah voilà, et la Syrie, par effectivement. l'Irak, tout à fait, Oui. tout à fait. Donc, Ok. voilà. On va terminer ceci très Bon, ouais, pour préciser, on avait noté quand même quelque chose, c'est que effectivement la Russie, la Chine et bah, bien sûr la Syrie et l'Iran
leur intérêt premier, Mm. c'est notamment de recréer une zone de stabilité au Moyen-Orient. Tout à fait. Une zone de stabilité, d'entraide, et puis de développement complémentaire, en fait, de développement de leurs relations économiques et de complémentarité économique. Oui, alors on peut dire effectivement que la Syrie, elle est aussi la pierre angulaire de l'axe de la résistance, en fait, hein. Donc le soutien à la résistance palestinienne, le soutien à la résistance libanaise, le soutien à la résistance irakienne, disons-le aussi, et puis le lien donc avec l'Iran qui était à la tête de cet axe de la résistance. Donc, les Américains veulent par tous les moyens empêcher qu'il y ait une continuité par les terres et une communication par les terres de ces pays-là, parce que si c'est comme ça, on peut communiquer nos denrées, on peut devenir une région complètement autonome sur le plan économique, hein. On a c'est une région riche aussi bien au niveau énergie, au niveau agriculture. Il y a diversité d'agriculture ça va des céréales au coton en passant par les oliviers et l'ensemble des arbres fruitiers. Donc, en fait, ça permet effectivement à toute cette zone de devenir complètement autonome et se passer des importations d'autres pays ou des États-Unis, etc. Donc, l'objectif des États-Unis, c'est toujours de casser ces capacités de tous ces pays. Mhm. C'est une Donc, coopération qui rappelle celle de l'ALBA en Amérique du Sud, l'Alliance bolivarienne des peuples entre Cuba, le Venezuela, il y avait également mhm, la Bolivie et d'autres pays. oui, Et c'était oui, effectivement de la coopération directe, oui, tout à fait, vraiment avec tous gagnant-gagnant. les pays. Mm, tout à fait. Alors, on va parler Donc, de quelque chose peut-être de contraire pour conclure ce CITREP, c'est Davos, puisqu'il y a un certain nombre mhm, de chefs d'État. Eux, c'est pas trop la coopération, enfin, ou alors entre milliardaires, et encore. ouais. Ouais. Alors, juste quelques chiffres. D'abord, Davos s'est réuni, mais sans la présence ni de la Russie, ni de la Chine, ni des États-Unis, aucun pays, aucun des grands pays n'était là. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il faut savoir que 1% de la population mondiale, c'est riche de Davos, détiennent les 2 tiers de la richesse mondiale, et puis qu'ils ont travaillé beaucoup avec la monnaie, comment dire, avec les bulles informatiques, virtuelles, etc., et de la bourse et des actions. Et maintenant, en fait, le fait que tout ceci se casse la figure maintenant, on voit que l'important sur la scène internationale et l'important pour les peuples, c'est une vraie économie qui a une vraie présence, c'est-à-dire qu'il y ait de l'industrie sur le terrain, qu'il y ait de l'agriculture sur le terrain, qu'il y ait une production, et c'est pas seulement dans les actions et dans les virtuels des bourses. Il faut savoir quand même que beaucoup de richesses ont été produites au niveau des jeux des bourses et au niveau des jeux au niveau du dollar aussi, à ce niveau-là. Et je crois que peu à peu, les choses vont dans le sens de la vérité et de la réalité, du réel poids économique, notamment celui de la Russie. Ils nous ont fait rire au début. Ils disaient, ah, ben, de toute façon, le poids économique de la Russie, c'est l'économie belge, hein. C'est comme l'économie belge. Euh, c'est C'était pas c'est une blague belge, mais pas 5% de... loin. C'était. Oui, oui, c'est ça, tu te rappelles. Bon, maintenant, et on se rend compte que l'économie russe, c'est l'énergie, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est les céréales, c'est les fournitures de beaucoup de choses au monde entier, et qu'ils ne pourront pas se passer de la Russie, et que même l'Europe ne peut pas vivre sans la Russie. Et de là, ils revoient un petit peu leurs calculs, à mon avis.
Et c'est ça qui va provoquer sans doute l'effritement de l'Europe si si elle se reprend pas. Puis de toute façon, les peuples européens ne se laisseront pas faire éternellement. Là, ils continuent. Il y a des manifestations très très importantes en Allemagne, dans toutes les villes aussi, contre la cherté de la ville et de la vie, et surtout contre la cherté de l'énergie. Il y a des milliers d'usines qui ferment. En France, il y a jusqu'à maintenant 1500, 2000 usines et d'autres qui sont appelées à fermer parce qu'ils payent trop cher l'énergie, Oui, oui, oui. car c'est un C'est, prix qui est imposé par l'Union européenne. on voit en France, il y a même des Alors boulangeries, que, hein, des boulangeries qui passent voilà, le rideau. exactement, même les boulangeries, alors que on produit de l'énergie, nous en France, on produit de l'énergie pour beaucoup moins cher. Qu'on veuille la faire payer à nos industriels. Donc, c'est un système qui est basé sur des choses complètement Corrompu. hypothétiques et inouïes. Mhm. Voilà, et ça ne peut pas durer comme ça. Ok. Ben, j'espère que l'avenir te donnera raison, Aïssa. Mm. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations que tu nous as données. C'était assez dense aujourd'hui parce qu'on avait beaucoup de points à voir. Ouais, Donc je te ouais, remercie d'avoir réussi à pas trop déborder sur le timing. mm, ouais, Et ben, je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Et je ouais. remercie les internautes évidemment pour votre fidélité. Je vous remercie et je vous Mm. dis à bientôt. Je vous remercie tous aussi. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on ne peut plus tellement distribuer, à vrai dire, avec la démocratie des réseaux sociaux. C'est vrai. Merci pour ce rappel. Allez, à bientôt. Mm. Au revoir. À bientôt.